L'Orient et le domaine arabo-musulman, c'est un domaine très important au sein de Libretto. C'est un domaine que j'entends maintenir au sein de la collection parce qu'il nous prouve, il nous démontre d'abord que les liens entre Orient et Occident n'ont jamais cessé, ils ont toujours existé. Et quand certains nous parlent de rupture culturelle entre l'Occident et l'Orient, entre l'islam et la chrétienté, où il n'y aurait aucune porosité, aucune communication possible, il suffit d'ouvrir les livres, on se rend compte que les ouvrages ont toujours dialogué et circulé entre ces deux cultures, à commencer évidemment par les Mille et une nuits, et par son traducteur emblématique au sein de Libretto, René Kawam, qui pendant plusieurs années a dirigé, alimenté ce fonds arabo-musulman. Alors Kawam, c'était un Syrien qui était né à Alep, qui s'était réfugié en France et qui était un immense spécialiste évidemment du domaine arabe, traducteur de la langue arabe, mais qui avait une connaissance absolument incroyable du fond de la Bibliothèque nationale. Outre les Mille et une nuits, c'est une personne qui a mis au jour un manuscrit qui n'existe d'ailleurs à ce jour qu'en libretto. Il s'agit de 24 heures de la vie d'une canaille de Moutar al-Azdi, un ouvrage rédigé au XIe siècle. Un seul manuscrit existe, donc il est à la BNF. Et ce manuscrit nous raconte l'histoire d'un insulteur public, qui était une profession qui existait dans la Bagdad du Xe, XIe siècle. Donc quand vous aviez un ennemi, vous payez les services de cet insulteur public qui rédigeait un poème et allait le déclamer à la porte de la maison de la personne que vous lui aviez désignée. C'est un livre qui n'est pas sans évoquer une certaine insolence qu'on peut retrouver dans la littérature française avec Rabelais, notamment Pantagruel, Gargantua, ou avec un texte latin qui existe aussi en libretto d'ailleurs, dans la traduction de Louis Delangle, je pense au Satyricon de Pétrone, qui agite en quelque sorte la même insolence. René Kawam est une figure très importante et identitaire de ce domaine arabo-musulman. Mais il y a aussi d'autres domaines linguistiques. Il y a le domaine turc qui vient enrichir cette collection avec un personnage là aussi emblématique que toutes les personnes vivantes en Turquie, en Asie centrale ou naviguant dans le Maghreb, toutes les personnes connaissent. Il s'agit de Nasreddin Hoxha. Les fabliaux qui composent les volumes des histoires que l'on attribue à Nasreddin Hoxha ont été composés entre les XIIIe et XVe siècles. Et là aussi, ce sont des histoires extrêmement simples. Nasreddin est un homme assez simplet. Et donc son simplisme d'apparence lui permet d'être bourré d'insolence parce qu'il n'a aucun filtre. Et du coup, il énonce à chaque fois beaucoup de vérité sur la vie, sur l'essence même des relations humaines et sur les circonstances auxquelles il est confronté. Donc un livre plein d'insolence, plein d'impertinence, dans lequel on peut grappiller, feuilleter, ou on peut le lire d'un trait et en continu, comme on l'entend. En tout cas, c'est très réjouissant et mordant. Et puis, c'est aussi le domaine persan, depuis peu, il est vrai, avec une édition en un seul volume de 2 titres emblématiques de Saadi, Le Jardin des Roses et Le Verger des Fruits, qui sont toujours proposés dans les maisons d'édition en 2 volumes, en 2 livres séparés, alors que Saadi les a composés en 1257-1258, en une seule coulée, si je puis dire. Donc j'ai pris l'initiative de réunir en un seul et même volume ces deux textes fondamentaux, puisque Saadi est pour la littérature persane ce que les Mille et une nuits sont à la littérature arabe, c'est-à-dire un livre absolument fondateur. Saadi, c'est plein de fabliaux, de contes, donc ça se lit de manière très très simple, très facilement. Et c'est un des fondateurs du soufisme, donc là aussi on est en présence de l'islam le plus ouvert et le plus éclairé qui soit. Pour finir, il y a effectivement un ouvrage qui est en quelque sorte un lien avec toutes ces littératures d'Orient et qui offre aussi un lien avec les contes que l'on peut trouver en France et en Occident. Il s'agit des contes populaires de l'Égypte ancienne de Maspero. Alors ce livre est une anthologie que Maspero a constamment fait évoluer entre 1886 et 1912. Il y a eu de nombreuses éditions. Maspero a colligé dans ce livre tous les contes populaires qui circulaient dans l'Égypte ancienne et qui nous sont arrivés sous forme de papyrus.
parmi lesquels 2 contes emblématiques, les aventures de Sinwë, aventures dans lesquelles Mika Waltari puisera pour composer son fameux Sinwë l'Égyptien, et puis, entre autres, le conte de 2 frères, et bien d'autres livres qui viendront alimenter, à la fois qu'on peut retrouver des influences dans les contes de Perrault, on peut retrouver des influences évidemment dans Les Mille et Une Nuits, et dans bien d'autres volumes pour qui s'intéresse à l'histoire des contes, quels que soient les pays, quelles que soient les nations. C'est là où l'on se rend en effet compte que toutes ces histoires populaires ont irrigué l'humanité, au-delà des cultures, au-delà des entraves linguistiques. Donc c'est un livre majeur, que je tenais à ce que ce livre retrouve son existence, parce qu'il a suscité beaucoup de vocations chez beaucoup d'égyptologues d'aujourd'hui, et il est d'une grande facilité à lire, même s'il est assez copieusement enrichi de notes, mais on peut les sauter ou les parcourir à discrétion. Voilà les contes populaires de l'Égypte ancienne.